Bonjour, rebonjour à toutes et tous, bienvenue. Je vais commencer tout de suite, pendant que vous lisez le titre, mais vous l'avez peut-être déjà lu, par vous poser quelques questions. Alors, ça va vous faire travailler un peu, mais il paraît que c'est bon aussi pour lutter contre le sommeil, on en reparlera. Levez la main, celles et ceux, si vous êtes d'accord évidemment, qui ont déjà réalisé une garde de nuit. On voit qu'il y en a qui... Non, non, mais gardez la main levée, on va continuer comme ça. Bon. Et maintenant, quels sont ceux qui, parmi vous, parmi tous ceux qui ont levé la main, ont déjà réalisé une garde de nuit où ils n'ont quasiment pas dormi, c'est-à-dire très très peu, quoi. Ok, super. Enfin, super, non, c'est pas super là, mais je vais continuer. Et parmi vous, parmi tous ceux qui ont levé la main, quels sont celles et ceux qui se sont sentis mal, c'est-à-dire pas très bien, avec des symptômes peut-être abdominaux, je sais pas, on a l'impression que ça va pas quand on est fatigué ou qu'on n'a pas dormi. Ok, toujours beaucoup. Et quels sont ceux qui ont eu l'impression d'avoir eu des comportements qui n'étaient pas tout à fait optimaux le lendemain et probablement liés au manque de sommeil? Je vois des mains qui se lèvent encore plus. Et maintenant, quels sont ceux qui ont reçu... Non, gardez les mains levées, tout cela. Oui, je sais, c'est fatigant. Quels sont ceux qui, parmi vous, ont reçu une formation pour vous préparer à la prise de garde? Ah, ok. Bon, alors là, il faudrait que je refasse une nouvelle question pour être sûr que vous ne soyez pas juste fatigués là, et que vous ayez tous baissé la main. Mais bon, voilà. Donc là, c'était en guise d'introduction sur le topo. Pour autant, donc moi, je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Je vous invite à vérifier ça sur le site Transparence, évidemment. Mes liens d'intérêt, par contre, c'est quand même avec les institutions pour lesquelles je travaille, donc les Hospices civils de Lyon et puis l'Université Claude Bernard Lyon 1, et notamment le centre de simulation qui est situé à Lyon, qu'on appelle le CLES, qui fait maintenant partie d'un GIS qui simule Lyon. Et puis l'unité que je dirige, qui est une unité d'anesthésie et réanimation cardio-thoracique pédiatrique. Donc c'est un environnement où il y a des gardes, et puis il y a des petits gabarits, et puis des plus grands, et donc c'est un environnement où on peut être stressé, donc pas très bien dormir, par exemple la veille ou le lendemain, on va en reparler. Alors, pour autant, on est face à un paradoxe. On est face à un paradoxe qui est très important, c'est-à-dire que les individus, là on a levé la main, c'était intéressant, les individus, grosso modo, considèrent que le sommeil, oui, c'est un problème, mais que ça n'impacte pas finalement les performances et que ça n'est pas un risque pour les patients, tout simplement parce que le collectif va faire face. Et que si l'interne est fatigué, eh bien le chef, lui, ne l'est pas autant, et donc va contrecarrer ou compenser un peu les performances. Donc ça, c'est le biais d'optimisme qui s'exprime aussi. Et la première chose face à cette problématique de sommeil, que l'on voit individuellement, puisque vous avez eu le courage de lever la main, mais peut-être collectivement c'est plus difficile, c'est-à-dire pour les autres, eh bien c'est d'éviter le déni. Voilà. Alors je m'excuse déjà par avance, parce que je devais faire ce petit préambule, j'ai quasiment toutes les diapos qui sont en anglais. Mais c'est fait exprès, c'est pour vous challenger aussi, parce que du coup ça fatigue davantage. Et donc je vais essayer de compenser ça par le texte que je vous amène, et vous allez voir que finalement dans le fond et la forme, ça a du sens. Pour autant, il y a un papier qui date de 2004, qui a été publié dans le New England, donc ce n'est pas n'importe quel journal, et qui explique sur un essai randomisé contrôlé que lorsque l'on fait un programme de rotation qui est en respect du sommeil des internes, ou alors qu'on garde la mission traditionnelle, c'est-à-dire finalement ils vont travailler beaucoup, faire des gardes et continuer de travailler le lendemain, eh bien il y a des erreurs, je vais pointer avec mon petit laser, hop ici, pardon, et donc il y a des erreurs qui sont importantes, et avec un petit p significatif, vous voyez ici, donc des pourcentages qui sont très importants en termes d'effets, avec des effets, des erreurs médicales qui sont sérieuses, qui sont considérées comme sérieuses dans le groupe traditionnel, c'est-à-dire celui où on ne dort pas beaucoup, d'accord, en défaveur de ce groupe-là. Alors il y a plein d'autres données qui sont également en faveur d'un aménagement pour améliorer le sommeil. Alors tout ça, c'est pour dire que ça existe depuis 2004, en fait, cette constatation. Okay. Et là, maintenant, moi, je vous cite un papier de 2005 qui rappelle beaucoup de principes qui sont essentiels, et il n'y a pas énormément de choses qui ont changé depuis 2005. Alors, Howard, il a fait un ground round, c'est-à-dire une sorte de cours du département, la leçon de département un jour, un matin, et puis ils ont dit, mais il faut le publier, là, ce truc-là, c'est hyper intéressant, donc il a publié. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, grosso modo, le sommeil, vous voyez, il y a différentes phases, donc ça, moi, je ne suis pas spécialiste du sommeil, ni électroencéphalographiste, là, donc je ne vais pas m'avancer là-dedans. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'en général, il faut 8 heures de sommeil en moyenne par individu, et que grosso modo, même si on peut s'entraîner pour essayer de gérer le sommeil, en fait, c'est toujours le même nombre d'heures de sommeil dont on a besoin par personne. Alors il y en a qui ont besoin un peu moins, d'autres un peu plus, mais grosso modo.
Du coup, on peut essayer de s'entraîner, mais ça marche pas très bien, pardon, je me répète un peu. La deuxième chose, donc, bon, je fais juste un petit focus ici, c'est pour que ce soit un peu plus didactique, c'est qu'il y a différentes phases de sommeil. En haut, on est éveillé, en bas, on est dans du sommeil lent profond, et vous constatez que finalement, au début de la nuit, au début du cycle de sommeil, il y a du sommeil lent profond, le 3, et puis après, on le retrouve moins. Et donc, les suggestions, les suppositions, c'est que finalement, ce sommeil lent profond qui arrive au début de la nuit, c'est le plus essentiel pour récupérer. C'est les suppositions en ce moment au niveau scientifique, donc ce serait le sommeil à privilégier au départ. Voilà, j'avance un petit peu, hop, pardon. Alors du coup, qu'est-ce qu'il dit Howard? Il dit que par contre, il y a des effets avec la fatigue. Il dit sur les effets avec la fatigue, il y a des ralentissements cognitifs, ok, on l'a sûrement ressenti, il y a des performances qui sont variables, on a une baisse dans les apprentissages, on a plus de difficultés à résoudre les problèmes, une mémorisation qui est diminuée et un problème de motivation. Et de plus, il ajoute également que finalement, il y a des perturbations avec l'âge qui surviennent, ce qui explique le fait que le sommeil lent profond il a de moins bonne qualité avec l'âge avançant. Elle explique peut-être aussi pourquoi les personnes qui sont plus âgées ont envie de faire plus de siestes et puis ont plus de somnolence diurne. Mais heureusement, et c'est là où en bas à droite, là, il indique que finalement, quand on récupère, on n'est pas obligé de récupérer 1 heure pour 1 heure, et que quand on a une bonne nuit de sommeil, des fois on récupère un peu plus vite que quand on a perdu 8 heures de sommeil, par exemple. On n'a pas besoin de dormir 8 plus 8, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Mais alors du coup, il propose aussi un certain nombre de stratégies d'amélioration. Et donc il dit, premièrement, il faut éviter les gardes qui durent 17 heures. Il faut avoir au moins 10 heures de sommeil après une problématique de perte de sommeil. Et puis, il faudrait s'accorder 1 jour off par semaine. Bon, ça, c'est plutôt OK. Et puis après, les stratégies, c'est de garder d'aller au sommeil, d'aller au lit plutôt régulièrement, de se lever régulièrement, donc plutôt à heure fixe, donc de garder une certaine régularité, de faire de l'exercice sportif aussi, et de ne pas faire par contre d'exercice sportif très fort, très puissant, 3 heures avant d'aller dormir, parce que ça nous éveille davantage. Voilà. Enfin, faire des petites siestes, donc naps, donc là ils appellent ça même power nap du côté militaire, parce qu'au départ c'était mal perçu les siestes. J'avais envie de poser la question de savoir si vous, quand vous allez faire la sieste, vous culpabilisez avant une garde, si les autres le savent ou pas. Mais on a encore un problème culturel à gérer par rapport à ça. La sieste optimale, ça serait moins de 45 minutes pour ne pas tomber dans le sommeil lent profond. Et puis sinon, 2 heures pour avoir un cycle complet, donc 1h30 à 2 heures pour avoir un cycle complet de sommeil et éviter d'être complètement embrumé pendant quelques dizaines, voire vingtaines de minutes après. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit Howard. Il dit également qu'il faut utiliser les stimulants de façon assez stratégique, c'est-à-dire la caféine, il faut se réguler en fonction de chaque personne, mais ça peut être un outil qui peut être intéressant. Mais par contre, il faut connaître la pharmacocinétique de cette caféine et éviter de la prendre juste avant d'aller dormir. Et puis interagir socialement aussi pour permettre de rester éveillé. Alors maintenant, je vais parler évidemment aussi des papiers qu'on a vus apparaître et qui viennent d'équipes françaises. Et donc là, par exemple, on a le groupe le groupe d'Azurea, le groupe d'Azurea qui a fait une enquête autour des anesthésistes français pour savoir à quelle mesure ils sont privés de sommeil et à quelle mesure ça les a affectés. Et donc ça, c'est une équipe française, merci. Et donc la chose qui est intéressante de voir, c'est que finalement, on a quand même un pourcentage de personnes qui manquent de sommeil qui est de 52%. Ils ont moins de 7 heures de sommeil. Et ça, c'est important. Par contre, quand on est en période de vacances, on a une grosse proportion qui récupère finalement, qui a davantage de sommeil. Ça va avec ce que disait Howard auparavant. Et puis, parmi ceux qui manquent de sommeil, mais ceux aussi qui sont fatigués pendant la journée. Vous voyez, c'est encore d'autres choses. C'est-à-dire, ils sont somnolents pendant la journée. On retrouve aussi une proportion qui est importante, avec 44% des sujets répondeurs qui présentent une somnolence diurne. Et les facteurs qui sont associés à cela et qui sont de manière assez importante associés à cela, c'est notamment le fait d'avoir des problèmes de sommeil. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré auparavant, je vais revenir en arrière ici. Ici, là, dans les facteurs qui sont associés, on voit qu'il y en a qui sont quand même majeurs, qui est le fait de s'identifier comme ayant des troubles du sommeil. Donc finalement, on est assez bon clinicien quant à soi-même par rapport à l'identification des troubles du sommeil. Et puis le sommeil de moins de 7 heures sont des facteurs qui sont importants, qui sont associés justement à la constatation de dette de sommeil. Alors une autre étude, par contre, si vous en avez une à lire, c'est celle-là. Celle-ci, qui finalement qui fait une revue de la littérature quasiment, et qui a screené un certain nombre de publications, et on arrive à 30 après, avec 22 sur des processus d'impact sur le sommeil. Et on retrouve dans les points principaux
Donc ici, on retrouve finalement un effet direct sur les compétences non techniques. Il y a un problème sur la vigilance, la communication, le travail d'équipe, et puis évidemment aussi des effets sur les compétences psychomotrices. Donc dans la littérature, on a des papiers, des publications qui disent que oui, il y a des troubles du sommeil chez les anesthésistes. Vous voyez ici, c'est 73% qui répondent qu'il y a des troubles du sommeil dans les études qui ont été screenées, hein, pas dans l'enquête qu'on a vue juste avant. Et puis, du coup, on a des effets sur les compétences non techniques. Ça répond un peu à la question. Alors maintenant, on va voir quelques papiers très rapidement qui se focalisent sur les compétences non techniques, puisque c'est le titre de la présentation. Et donc là, sur cette étude qui ne concerne que 13 internes d'anesthésie, eh bien, ils ont comparé finalement ceux qui avaient une nuit de sommeil et ceux qui avaient une nuit de sommeil qui était perturbée, donc après une garde, et ils retrouvent ici des effets négatifs sur l'humeur des individus qui ont passé une nuit de sommeil, tandis que finalement, le reste n'est pas tellement significatif. Ça, c'est pour l'étude de KO. Et puis celle-ci, donc de Pediatric Anesthesia, qui a été publiée en 2016, eh bien, elle montre, en termes de compétences non techniques, qu'il y a un temps de réaction qui est significativement augmenté après 17 heures de garde. Et puis également qu'on a, et ça c'est intéressant, on a également davantage de personnes qui sont en manque de sommeil qui vont aller volontairement vers des stratégies pour faire face au stress, qui est l'évitement. Et ça, c'est la pire des situations pour faire face, c'est-à-dire fuir. La fuite comme outil pour faire face à la situation de stress. Donc vous voyez qu'après une dette de sommeil, eh bien, on a davantage envie de s'enfuir quand on a des situations de stress ou des situations dont on doit faire face. Et que c'est associé également à une détérioration de la performance. Ensuite, eh bien, les individus sont moins communicants, ils sont moins confiants en leurs compétences, donc là c'est dans les non techniques, on est vraiment dedans, et puis ils sont plus irritables et ils sont plus agités également. Enfin, une étude française à nouveau, qui a été publiée il y a peu d'années, et qui s'est intéressée certes à assez peu d'internes en anesthésie, mais des internes qui ont été mis dans le laboratoire de simulation, et qui montrent finalement des effets. Alors, ici, en termes de compétences non techniques sur le ANTS, c'est un score bien connu de compétences non techniques, vous voyez que le groupe qui s'est reposé, eh bien, il a de bien meilleures performances significatives par rapport au groupe qui a été privé de sommeil. Et pour autant, vous voyez que la dette de sommeil n'est pas majeure. Ce n'est pas 0 d'un côté, hein, c'est quand même 4 heures. D'accord ? Et là, de l'autre côté, c'est 7,5. Donc vous imaginez ce qui se passe après une nuit totale de manque de sommeil. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire également que dans ces compétences non techniques, ce qui ressort spécifiquement comme étant le facteur qui impacte les compétences non techniques, c'est finalement le travail de groupe, le travail d'équipe en score, pour de la simulation des internes d'anesthésie-réanimation. Ça, c'est intéressant parce que s'il y a une équipe, peut-être que l'équipe, elle peut compenser. Vous voyez un peu où je veux aller. Les autres facteurs importants, comme la conscience situationnelle, la prise de décision ou la gestion des tâches, n'est pas significativement, mais quand on regarde le peu d'étudiants qui ont été impliqués et les petits P qui sont quasiment significatifs, on se dit qu'on n'est pas très loin quand même d'avoir des effets. Donc, pour résumer sur ce papier, les compétences non techniques sont altérées par la perte de sommeil avec une moins bonne performance en termes de travail d'équipe et une perte de confiance. Alors les chirurgiens aussi, ils ont été testés, c'est une population qui est souvent d'intérêt par rapport à la gestion des compétences non techniques, du stress, etc. Je ne sais pas exactement pourquoi, vous avez sûrement une idée, vous. Mais en tout cas, ici, on voit que pour des procédures chirurgicales qui sont très diverses, mais peut-être pas si exceptionnelles que ça, je veux dire, on voit pas de chirurgie, on voit très peu de neurochirurgie par exemple, ou qui peuvent être des chirurgies longues et qui demandent une concentration permanente, hein, j'entends, ou de chirurgie cardiaque, on n'en trouve pas. Bon, des césariennes, on a l'impression que c'est plutôt des gestes qui sont assez standardisés et bon, c'est peut-être pas aussi long que certaines autres chirurgies. Eh bien, on retrouve quand même avec ces chirurgiens des altérations également en termes de qualité sur la conscience situationnelle. Il y en a moins qui ont un excellent score de conscience situationnelle lorsqu'ils ont été privés de sommeil. Et puis, on a aussi sur la décision, la prise de décision, un effet qui est significatif. Bon, ici pour le CT, hein, donc la communication et le travail d'équipe aussi, mais peut-être un petit peu moins. Par ailleurs, pour autant, une autre étude qui s'intéresse aux internes de chirurgie, là, ils les ont mis dans un laboratoire, ils ont dit pendant 36 heures, vous n'allez pas dormir, on va vous faire une formation intensive de prise en charge. Et là, pour le coup, c'est la chirurgie cardiaque. De quoi ils se rendent compte ? Eh bien, tout simplement que si les individus sont extrêmement fatigués et en perte de compétences pendant cette déprivation de sommeil, par contre,
après, ils gagnent en termes, finalement, de prise de conscience collective sur l'intérêt de l'équipe quand on est fatigué. Vous comprenez? Donc on les met volontairement dans une situation, j'allais dire, de stress par le manque de sommeil et d'apprentissage forcé, sous le regard des pairs, etc. Et on se rend compte que le bénéfice, il n'est pas immédiatement, au contraire, on les met mal, mais qu'après, ces internes-là, ils ont une meilleure perception de l'intérêt du travail d'équipe pour compenser ces problèmes de... Donc d'un côté, il y a l'effet sur les patients, mais de l'autre côté, il y a une formation qui peut être éventuellement intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? J'avance un petit peu là-dessus, et je termine bientôt, promis. Donc, nous, sur Lyon, on a voulu s'intéresser finalement à la sieste et on a mis en place une étude finalement sur des internes où après une privation de sommeil, ils vont avoir une power nap, donc une sieste qui va être récupératrice et ensuite on les met en exercice de simulation de crise où il y a des difficultés de raisonnement, des incertitudes diagnostiques, etc. pour essayer d'évaluer leurs compétences non techniques. Je ne peux pas vous parler tout de suite des résultats, mais je peux vous dire qu'on a des résultats qui sont prometteurs en termes de leadership notamment pour ces internes qui sont des internes qui sont de 2, 3, 4 et 5e année, donc peut-être qu'on sera amené à vous en reparler d'ici quelques années. Donc, c'était pour vous dire ça. J'avance sur la phase et je conclus. Donc la première chose, c'est que le sommeil et les compétences non techniques, eh bien, le sommeil, ça permet d'améliorer l'attention et d'essayer de réduire les erreurs médicales. Que le fait de perdre du sommeil, ça fait perdre de la vigilance, en tout cas sur les scores qui les mesurent, et que ceci davantage encore lorsque on a besoin d'une attention soutenue et longue. Évidemment, si on est fatigué mais qu'il y a un accident ou quelque chose, on va être capable de réagir tout de suite. Mais s'il faut avoir une attention continue et persistante et importante, alors là, on peut avoir des effets importants. Enfin, les anesthésistes doivent pas sous-estimer l'effet de la fatigue et du manque de sommeil sur la détérioration de la communication. Et donc peut-être qu'on peut voir les boucles fermées, mais je ne vais pas passer la présentation suivante va certainement vous en parler. Le travail d'équipe qui se détériore, alors peut-être que c'est la conscience collective qui va permettre du coup de compenser ça. Et l'effet de problématique sur l'humeur des individus qui sont fatigués, et bien également c'est les équipes expertes et les équipes qui supportent qui peuvent éventuellement faciliter ça. Je vous rappelle que quand on est privé de sommeil, on est un peu comme dans un état de compétence psychomotrice égal à quelqu'un qui est alcoolisé. Bon, ça, vous connaissiez. Et en termes de conclusion, on va maintenant vers depuis les CRM, Crisis Resource Management, on va maintenant vers des FRM, c'est-à-dire Fatigue Resource Management. Et donc, il y a des instituts, des groupes nationaux d'experts qui donnent des recommandations spécifiques pour pouvoir optimiser sa qualité du sommeil avant une garde, pendant la garde ou après la garde. Et vous pouvez trouver ça également sur le site, par exemple, de Nouvelle-Zélande et d'Australie, où ils prennent tout un tas de techniques qui permettent d'optimiser, de mieux se préparer à une détérioration ou à une privation de sommeil personnellement, mais également en équipe. Voilà, je vous remercie.